Bonjour à toi, ami pêcheur, et merci de visionner cette vidéo sur comment bien débuter à la pêche au carnassier. Voilà, avant toute chose, je voulais te rappeler que tu peux télécharger ton bonus gratuit dont le lien est en dessous de cette vidéo sur comment ne pas revenir bredouille d'une séance de pêche. Voilà, ce bonus est totalement gratuit et tu peux l'obtenir en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, sans plus attendre, je vais aborder avec toi sur comment bien débuter la pêche au carnassier à proprement parler. Alors tout d'abord, c'est quelque chose de, je tenais à te féliciter de pratiquer, de vouloir débuter à la pêche au carnassier parce que c'est vraiment quelque chose de bien, parce que les carnassiers, ce sont des poissons combatifs. Voilà. Donc c'est tout à fait noble de les rechercher. Voilà. Sauf que, et là je vais passer en couleur rouge pour bien te rappeler, les poissons carnassiers sont soumis en France, décidément, excuse-moi, voilà, à une réglementation. Je m'explique rapidement. Tu as deux domaines. Les eaux en France sont classées en deux domaines. Pour ce qui concerne le domaine public, j'entends bien. La première et la deuxième catégorie. Nous, les carnassiers, ils se trouvent dans les deux catégories, puisque dans la première, tu as surtout des truites, et dans la deuxième, tous les autres espèces de poissons. Mais la truite, c'est un poisson aussi carnassier, bien entendu. Sauf que, en ce moment, c'est fermé. La truite, elle ouvre au mois de mars. Donc, à partir du mois de mars, tu peux pêcher de la truite. Les carnassiers, mis à part la pêche, mais ça dépend des endroits. Mais la plupart du temps, tous les carnassiers, c'est à partir d'avril. En plus de respecter les dates d'ouverture et de fermeture de ces poissons, elles se terminent, je rappelle, la truite, c'est à partir de mars et ça se termine en septembre. Carnassier, c'est jusqu'au 31 décembre, dans la plupart des cas. Ça veut dire que déjà, il faut respecter les dates d'ouverture et de fermeture, mais également avoir un permis, une autorisation de pêcher en première, deuxième catégorie, avec un nombre de cannes limité, et donc selon les espèces que tu vises. Puisque les poissons blancs, malheureusement, comme ils sont plus nombreux, permis un peu moins cher, mais pour les autres espèces, c'est plus cher. Voilà. Ce sont des taxes que l'on doit aux associations de pêcheurs et à l'État pour pouvoir pratiquer notre sport. C'est comme ça, je ne remets pas en cause cela. Donc, il y a un permis à avoir en eau publique, le public, et dans le domaine privé, tu payes aussi une journée pour pêcher. Mais attention, parce que le privé peut aussi inclure un peu de public. Je m'explique. Parce que ça, c'est très important. En fait, je vais changer de couleur pour te montrer ça. Tu vois un exemple.
étang qui a été creusé par une personne pour pouvoir pêcher. Dans cet étang, tu vas devoir payer je refais ça en bleu. Hop, tu vas devoir payer une taxe, une journée. Tu dois quelque chose pour pouvoir pêcher. Mais il se peut que la source ou une des sources qui l'alimente soit classée en première catégorie ou deuxième. Ça, après, ça dépend du coin. Et donc, dans ce cas-là, il se peut fortement que tu dois être dans l'obligation de détenir un permis, selon la catégorie du lieu. Première ou deuxième catégorie. Voilà. Un permis plus une taxe pour pêcher. Voilà. Donc ça ce sont des choses qui arrivent plus souvent qu'on le croit. Et donc, tu dois être dans les règles. Le propriétaire de l'étang doit t'informer s'il y a ce genre de choses à respecter ou pas. Parce que lui aussi, il peut être amendable. Ensuite, dernière chose, là où tu dois faire très attention, ce sont les réserves. Il est formellement interdit d'y pêcher. Car ce sont des lieux qui ont été classés comme étant des refuges pour le biotope pour le biotope. Voilà. Donc, on n'a pas le droit d'y pêcher. Sous peine de sanctions financières, la plupart du temps, mais assez lourdes. Voilà. Donc, passer dans une autre couleur. Ce qui est indispensable avant toute pratique de notre sport, qui est la pêche, c'est de se renseigner sur plein de choses et surtout sur la légalité. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, tu peux te renseigner auprès des associations de pêcheurs qui se feront un plaisir de te guider et dans tes actions. Voilà. Mais le renseignement, c'est vraiment, la légalité, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger du tout. Ceci étant dit, nous allons aborder la manière de bien débuter. Déjà, il va te falloir choisir le lieu de pêche. Alors, ça peut être un lieu reconnu, pas reconnu. Comment tu fais? Tu te renseignes encore une fois dans les magazines de pêche auprès de ton excuse-moi, auprès de ton détaillant d'articles de pêche, par exemple, ou auprès des associations de pêcheurs. Il y en a partout dans tout l'Hexagone. Voilà. Et même dans les départements d'outre-mer. Voilà. Donc, c'est une façon facile de se renseigner. Ou alors, tu peux avoir des endroits moins réputés, moins connus, qui peuvent réserver des surprises. Je parle de surprises agréables, pas de
surprise du genre ah bah non, il est interdit de pêcher ici. Attention, donc je le rappelle, tu te renseignes. Même si c'est moins connu, tu te renseignes si l'endroit est autorisé à la pêche ou pas. Et d'autant plus si tu es en période d'ouverture ou de fermeture, tu respectes tout ça. Ensuite, le lieu de pêche. Tu as choisi, par exemple, une rivière. Quel type de poste? Il va falloir choisir les postes. Là où se rassemble le ou les poissons. Se rassemblent. Voilà. C'est-à-dire que tu as tu as du repos, là aussi. Le poisson se repose, le poste de chasse, et les postes aux poissons circulent. Tout simplement. Par exemple. En fait, si tu choisis mal ton poste, si ton poste n'est pas marqué, si ton poste n'accueille pas de poissons, et ben en fait, tu risques d'être produit. Alors, pour moi, le poste doit être bien marqué. Là, en ce moment, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation, mais il y a un type de poste qui marche bien, c'est quand tu as des racines d'un arbre qui plonge dans l'eau. Je vais faire un petit schéma. Là, tu vois, tu as l'arbre. Là, il y a des racines. Sur ces racines, tu as potentiellement des larves d'insectes. Donc, et ces larves, ben, elles servent de nourriture à des poissons, des petits poissons qui sont affamés. Surtout là en ce moment, en début de saison, ben, les poissons essaient de se nourrir avant tout pour assurer leur reproduction au printemps ou à partir de septembre pour les salmonider. Et donc, bah, s'il y a des petits poissons, on aura forcément des gros. Voilà. Donc pour moi, les racines, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et quand tu avanceras dans la saison, un poste qui marche très très bien pour brocher, ce sont les herbiers que tu trouves au bord de l'étang, par exemple, ou alors dans les bras morts des rivières. Là, tu as l'eau, hop, l'eau, la bordure, ici, bordure ici, là, pareil, un lieu où des petits poissons se réfugient, euh, et où les gros, donc, vont venir se nourrir. Mais là encore, attention, parce que comme tu seras près de la bordure de l'étang, de la rivière, pas faire de bruit, sinon les poissons, hop, il a peur et il s'enfuit. Voilà. Donc, ceci étant dit, tu as, euh, on résume, tu es en règle, tu as choisi le lieu, et tu as repéré quelques postes intéressants. Ensuite, il va falloir voir le poisson que tu vises. Dans les carnassiers, on distingue, je vais mettre
la truite, même si c'est pas vraiment un carnassier, puisque quand on dit un carnassier, on parle souvent de sandre, brochet, perche, silure, black bass, et j'en passe et des meilleurs. Mais la truite est un poisson qui se nourrit aussi d'autres poissons, qui est carnassier, qui est beaucoup plus omnivore que d'autres espèces. Quoique le cendre, la perche, un petit ver manier, hop, ça ne les désintéresse pas. Donc, on va mettre la truite, que tu pourras faire. Et puis même, en mois de mars, ça peut être un bon moyen de t'entraîner, si tu connais des endroits où il y a des truites. Mais souvent, bah, les carnassiers, ça va être le brochet. Alors ça, le brochet. Oh, quel pêcheur n'a pas rêvé d'en toucher? C'est un poisson extrêmement combatif, méfiant et beau. Très bon aussi à manger. J'avais déjà mangé un peu. Bon, c'est plein d'arêtes, mais c'est vraiment c'est assez intéressant à cuisiner. Voilà. Alors ça, le brochet. Oh, le brochet. Ça a été mon premier carnassier. Et franchement, j'en ai des souvenirs, très très bons souvenirs. Alors ça, un brochet, mais il se mérite. Mais une truite, ce n'est pas désagréable du tout à pêcher. Loin de là. Ensuite, il y a le cendre. Alors ça, le cendre, malheureusement, c'était dans les années 70, il y a eu une surpêche, ce qui fait que la population a diminué, mais brochets, c'est pareil aussi. Mais c'est un poisson intéressant, un peu moins combatif que le brochet, je trouve, mais c'est surtout un poisson lucifuge, c'est-à-dire qui n'aime pas les lumières. Et donc, bah, il faut le pêcher dans des endroits profonds et ou sombres. Voilà. Ensuite, nous avons la fameuse perche. Alors ça, c'est un carnassier assez abondant. C'est le carnassier anti-bredouille par excellence. D'ailleurs, bon, on peut les attraper assez facilement. On en a de toutes les tailles. Parfois, bon, souvent, tu toucheras des petits poissons, 500 grammes à peu près, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 kilos pour les plus belles pièces. Et quand je dis, je le répète, c'est un poisson anti-bredouille. Ensuite, nous avons le black bass. Ça, c'est un poisson, je n'ai pas eu l'occasion d'en pêcher pour l'instant, parce que c'était un poisson euh, qu'on trouvait surtout bon, déjà, il vient des États-Unis, hier, poisson des States, et on trouvait surtout dans le sud de la France. Je crois bien que dans mon coin, puisque je suis de Reims, donc plus au nord, il doit y en avoir dans les Ardennes, il me semble. Ça a évolué depuis. Ouais, vous savez, tu sais, je pêche depuis quelques temps, depuis 27 ans, les choses ont évolué en 27 ans. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais je n'en ai encore jamais pêché, malheureusement. Il paraît que c'est très combatif. Et puis méfiant comme tous les autres poissons carnassiers, bien entendu. Ensuite, j'efface tout ça. On a un autre poisson, mais que je ne te conseillerais pas si tu débutes. Il s'agit du silure. Alors ça, c'est un énorme poisson. Enfin, faut pas trop fantasmer non plus, hein. On peut pêcher à partir des petits silures, ouais, 10, 1 kilo, mais c'est déjà pas bon. C'est déjà bon. Ça, c'est le gros poisson de douce. Mais le problème, c'est que sa gueule est pavée de tout petites dents, elle est très dure. Donc, pour que l'hameçon s'y accroche, c'est pas facile. Euh, c'est dur. Je dirais qu'il est dur. C'est pas facile. C'est un poisson très craintif. Euh,
présent pas, enfin, c'est un poisson aussi qui vient de l'étranger, qui vient des pays de l'Est. Bon, comme le cendre, et il a, il a, il a un intérêt parce qu'il est lourd, il est combatif, mais c'est dur à l'atteindre. Parce que, comme je te l'ai dit, la bouche du Silu, le poisson est dur parce que il est rempli de, sa gueule est pavée, et remplie de toutes petites dents abrasives, et l'hameçon s'y accroche très difficile. Voilà, ce sont à peu près les espèces les plus courantes de carnassiers que tu pourras pêcher dans l'hexagone. Bon, je vais y faire 6. Ah, alors, voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons parler de technique. Pour pêcher le carnassier, il y a plusieurs techniques. Alors, tu as déjà la pêche statique, qui va considérer les pêches au vif, par exemple, ou le poisson mort. Pas très réjouissant tout ça, mais depuis quelques années, et ça marche, tu peux utiliser des poissons en les accoutumant au préalable pour les brocher, ça marche aussi pour les cendres. Tu peux utiliser des poissons marins comme le hareng et le maquereau. Là, le vif, bah, tu prends un gardon, par exemple, que tu accroches à un hameçon et puis tu fais un montage avec un flotteur. Là, le fil. Et puis, au bout de l'hameçon, tu accroches un petit poisson. Néanmoins, ces méthodes de pêche ne me plaisent pas tellement. Parce que en fait, il faut que le matériel utilisé, c'est quand même assez lourd. Donc, il te faut pouvoir déplacer tout ça. C'est lourd. Le vif, bon, accrocher un petit poisson, ça ne me plaît pas trop. Mais bon, après, ce sont des pêches autorisées. Après, c'est toi qui vois. Euh, et après, ben, en ce qui concerne donc les poissons morts posés, ben, il te faut accoutumer tout ça. Et en plus, tu es statique. Enfin, statique, non, tu peux, pas vraiment, tu peux bouger un peu, mais je n'aime pas tout ce qui est ce genre de pêche trop statique à mon goût. Voilà. Et je conseille, je n'ai jamais pratiqué, mais en tout cas, pour les débutants, je ne conseille pas le statique. Voilà. Moi, ce que j'aime, plutôt, ce sont les pêches actives. Tu dois bouger pour trouver le poste, celui où il y a le poisson. Et donc, pour moi, pas photo, tu augmentes les chances d'attraper un poisson. En plus, tu peux, bah, tu te déplaces, donc tu fais un peu d'activité physique, c'est très très bien. Mais c'est vrai que bon, l'activité physique c'est bien, mais en ce qui concerne notre sport, c'est d'attraper un poisson.
Et je trouve que bouger, ben, comme ça, se remettre en question, parce qu'on peut très bien dire, ah, bah, c'est un bon poste à confier. Et puis, ben, l'année suivante, c'est plus le cas. Donc, tu es obligé de bouger pour pouvoir trouver un autre poste. Donc, les pêches actives, pour moi, sont les meilleures, car elles augmentent les probabilités d'attraper un poisson. Donc, dans ces pêches actives, après, si tu veux absolument pêcher au vif, tu peux aussi mélanger la pêche. Enfin, tu peux. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Tu peux en fait faire un vif actif, c'est-à-dire que tu prends un matériel, tu prends une seule canne et tu prends une batterie de canne, bien entendu, et tu te déplaces en se déplaçant de poste en poste pour viser ben, des poissons comme la perche, le brochet, le sandre. Voilà, ça c'est bien. Mais moi, mes pêches préférées, ce sont les pêches au lancer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle là-dessus? Tu as deux types. Tu as le poisson mort manié. Je ne sais pas si tu connais Albert Dracovic, mais il a créé, il y a 50 ans, à peu près, une monture pour pouvoir pêcher le brochet. Le brochet ou le, je sais plus trop. Mais bref, le brochet, je crois. Euh, une technique qui à la base était destinée au cendres, mais quand on peut euh, pratiquer avec le cendre, le brochet et la perche, notamment. Le silure, je ne sais pas trop, mais comme je l'ai dit, je ne parlerai pas de pêche de silure ici. Ensuite, euh, voilà, le poisson mort, je n'aime pas trop non plus. Je vais t'expliquer après pourquoi. Ce que j'aime, moi, pour les carnassiers, ce sont les leurres. Alors, qu'est-ce que c'est un leurre? Ben, par définition, c'est quelque chose de pas naturel et qui va imiter une proie. Alors, parmi ces leurres, tu as les leurres durs et tu as les leurres souples. Je vais te les décrire plus en détail. Changer de couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, tiens, cette couleur, pas mal. Alors, les leurres durs. Tu as les cuillères. Oui, oui, c'est bien son nom. La cuillère. Tournante. J'ai fait mon premier brochet avec une cuillère tournante. Et ondulante. Comment ça marche? La tournante. Tu as un axe sur lequel est fixé un cercle métallique. Et là, tu as ton hameçon. Et dans l'eau, quand tu ramènes ta cuillère, ce morceau de métal tourne. Par exemple, hop, hop, tu vas le retrouver ici. Ou alors, tu vas le retrouver là, etc., etc. C'est ça. Mais on dit tournant parce qu'elle tourne autour d'un axe. Il y a un autre type de leurre qui est arrivé, ça c'est ce qui était traditionnellement utilisé en France. Après, il y a déjà quelques années, il est arrivé l'ondulante. L'ondulante, c'est une cuillère
en forme de feuille. Tu as ton hameçon ici, un axe, enfin, l'axe est ici, mais tu vois, il y a en général deux anneaux. Voilà. Et l'action d'une tournante, d'une ondulante, c'est qu'elle va onduler ton l'eau. Tu vois, elle va être comme ça. Puis, l'instant d'après, elle va être plus comme ça. Voilà. Les deux marches, tu peux pêcher, grâce à ça, de la truite, du cendre. Oui, ça marche à l'ondulante aussi. Le brochet, le fameux brochet. Mon préféré d'entre tous, et la perche. Donc, voilà pour les cuillères. Ensuite, parmi les autres leurres dures, nous avons les poissons nageurs. Ça aussi, ça marche du tonnerre. C'est un petit poisson, en fait. Tu vois ici l'hameçon. Et ça imite un poisson. Alors, parfois, il y a une bavette. Cette bavette permet aux poissons nageurs de plonger ou alors de rester en surface. Il y en a pour tous les goûts. Tu as donc, quand il va plonger comme un véritable poisson. Et ça, le carnassier va adorer. Il va, oh bah tiens, le véritable poisson, hop, je l'attrape. Tu en as qui parfois ont des billes à l'intérieur. Et ça fait du bruit dans l'eau. Et ça aussi, c'est très très intéressant pour les carnassiers qui peuvent être attirés par le bruit. Donc les poissons nageurs, t'en as de pour tous les coups. Là, pareil, tu pêches tous les carnassiers, truites, perches, cendres et brochets, comme avec des cuillères. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que les poissons nageurs, alors les petits modèles ça va encore, les gros, bon, c'est un peu cher, c'est cher. Moi je trouve que c'est cher. Et tu dois en avoir dans ta boîte à l'heure, mais je ne conseille pas de pêcher qu'avec ça. Ensuite, il y a d'autres leurres, d'autres types de leurres. Alors, non, j'allais oublier, pour les leurres dures, il y a des leurres de surface. Ces leurres de surface, en fait, il y en a plusieurs. Ce seront surtout, déjà, un poisson nageur un peu particulier, à hélice, qu'on appelle le Big, je crois bien, je ne me rappelle plus trop, désolé. Destiné pour le bar, on peut l'utiliser en leurre de surface pour le brochet. Jamais essayé, mais il paraît que ça marche bien. Voilà. Sinon, il y a des leurres qui sont arrivés des États-Unis. Il y en a un, c'est le spinnerbait. Tu noteras mon excellent accent anglais. C'est quoi? C'est un hameçon avec du plastique, un œil, et tu as sur un axe déporté une cuillère, une petite cuillère comme ça. Et quand il est en action, cela fait du bruit. J'ai déjà pêché un brochet avec ça, c'est pas mal.
Donc tu retiens bien spinnerbait. C'est bien dans les eaux peu profondes. Ensuite, bah, tu as le popper, leurre que l'on trouve surtout dans la pêche à la mouche, mais que on peut utiliser aussi à la pêche avancée. C'est comme ça. Ça fait un hameçon. Hop, il est fait. Pop, pop. C'est un leurre de surface qui gicle, qui fait du bruit, qui fait de l'eau comme ça. C'est éclabousse un peu. C'est prévu pour le black bass. Ça marche aussi pour le crochet. C'est à la base, c'est prévu pour le black bass. C'est un leurre américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, t'as des poissons nageurs un peu particuliers qu'on appelle les jerkbaits. Vous savez, comme un bâton, un gros bâton, une sorte de cigare, pareil. Même son. Là, il y a un œil, et puis hop. C'est pareil, ça, c'est pas mal pour les carnassiers comme les brochets et les black bass. Voilà. Mais, donc voilà. Les leurres de surface, ça marche bien en eau peu profonde. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, moi, ma pêche favorite, c'est la pêche au lancer. Mais il faut que je parle aussi, pour les carnassiers, il existe un autre mode. Je vais prendre quelques coups. Il y a la pêche à la mouche. Est-ce que je le recommande pour un débutant? Oui et non. Parce que la mouche, bon, c'est une pêche, c'est une pêche, une technique de pêche qui permet d'attraper tous les carnassiers, même des petits poissons blancs. Mais là après, le matériel, le matériel n'est pas polyvalent, c'est-à-dire que une canne à truite, tu pourras l'utiliser pour la perche, mais pour le cendre et le brochet, il faudra un matériel plus conséquent. Les mouches, après, oui, tu peux utiliser ce qu'on appelle les streamers, qui imitent un poissonnet. C'est comme ça, en fait. Hop, il y a des plumes. T'as un œil ici. Hop, dès lors que l'on peut utiliser en surface ou plus profond. Et le problème, c'est qu'il faut de la soie, ce qu'on appelle de la soie. Le lancer est spécifique, c'est-à-dire que tu ne mets pas de plomb, mais c'est en fait le poids du fil, la soie, pour simplifier un fil en plastique, qui fait office de poids pour pouvoir lancer ton leurre. Donc c'est un lancer très spécifique. Euh, Ce que je peux dire d'autre aussi comme inconvénient, c'est que forcément, les poissons sur la surface, tu utilises une soie flottante, mais si le poisson est plus en profondeur, tu peux avoir une soie plongeante. Bon, après, il faut avoir différentes bobines de moulinet, garnies de différentes soies, mais bon, ça augmente un peu c'est trop de volume. Je dirais trop de volume. Moi, j'aime bien pêcher léger, franchement. Et pour moi, pour un débutant, le lancer, c'est bien meilleur. Cependant, si la pêche à la mouche t'intéresse, parce que tu veux le découvrir, je pourrais te faire un cours là-dessus. Il suffira que tu m'envoies un mail à l'adresse suivante, david@pêcheastuce.com. Je répète, david@pêcheastuce.com. Je te le rappellerai en fin de vidéo. Ensuite, donc, la technique, j'ai choisi là. Donc, je répète, réglementation, poste, poisson, technique,
et les leurres. Je voulais évoquer avec toi une technique que l'on peut utiliser lors de la fermeture des carnassiers, mais en aucun cas en première catégorie, parce que la truite est fermée quels que soient les motifs, c'est le verre manié. C'est une technique qui permet de viser le srand et la perche. Et tu peux aussi prendre un blanc, comme une carte. Tu prends tout ce qui se trouve, car le lombric, le terreau, le verre, bref, le verre que tu vas utiliser, en fait, c'est une èche universelle. Puis en plus, tu peux manier avec, pareil, tu prends ton matériel à lancer, tu mets sur un hameçon, avec un hameçon triple ou simple. Simple, c'est mieux. Tu mets ton verre sur un hameçon simple, comme ceci. Hop, tu as le fil ici, et tu mets sur l'anneau, tu pinces une grosse chevrotine. Voilà. C'est une technique qui marche très bien en période de disette comme durant l'hiver. Mais attention, ça je le mets en rouge. Ça peut être considéré comme un leurre dans certains endroits. Et donc, ça peut être interdit. Donc encore une fois, tu te renseignes si c'est autorisé ou pas pour la fermeture des carnassiers. Et puis pourquoi pas de temps en temps, si tu as quelques verres sur toi, si tu arrives à dénicher des verres, tu peux très bien faire un montage, comme je te l'ai décrit auparavant, de verre pour le verre manié et puis pêcher d'autres espèces qui s'y intéresseront. Voilà. Euh, donc, pour moi, quand on débute, non, même quand on pêche le carnassier, il faut être actif. Rechercher continuellement les postes et se déplacer sans cesse. Faut savoir insister aussi de temps en temps parce que le poisson est là. Alors ça, tu peux pas le voir malheureusement, mais tu peux, en t'obstinant, tu peux inciter un poisson à mordre. Mais pour moi, le mieux, c'est de se déplacer pour pouvoir trouver le bon poste et le poisson. Ça implique donc forcément qu'il faut être persévérant, parce qu'on peut très vite se décourager. Si on n'a aucune touche, même si on est sur un bon poste, on peut dire ça ne vaut rien, le temps passe, bon allez, j'en ai assez de me déplacer, donc je ne vais plus rien faire d'autre. Et la pêche, c'est un sport où il faut être persévérant. Comme la chasse d'ailleurs. Ça se rejoint un peu. Il faut persévérer. Persévérer, sinon, on ne pourra jamais dire je suis un bon pêcheur. Un bon pêcheur se doit d'être persévérant en toute occasion. Sauf si par exemple la météo devient défavorable pour le poisson, mais aussi pour toi. Si par exemple, et ça je vais le mettre en rouge parce que la sécurité en dépend, plus important qu'une partie de pêche, c'est la vie. Je m'explique. Si jamais tu as un orage, tu arrêtes tout de suite de pêcher. Car ta canne
c'est du carbone. Et le carbone, ça conduit l'électricité. Donc, faut pas, ta canne étant fine, étant en point, peut faire paratonnerre et t'électrocuter. Alors, tu arrêtes quand il y a un orage. Quand la température chute brutalement, ben, bon, c'est plus défavorable pour le poisson, mais tu arrêtes aussi parce que, voilà. Et surtout, là, c'est pas la météo, mais si tu as des lignes à haute tension à proximité, n'y va pas. Ne pêche jamais sur des lignes à haute tension. Encore une fois, ta canne peut faire paratonnerre et attirer l'électricité. Tu ne pêches pas là. Jamais, jamais, jamais. L'orage, c'est pareil. Tu ne pêches jamais, jamais, jamais. Puis après, bah, si globalement la sécurité n'est pas là, n'est pas assurée, tu arrêtes. Parce que ça peut varier très vite, notamment quand on est en montagne. Le temps varie d'un instant à l'autre pratiquement. Donc, pas de pêche. Ces choses étant dites, imaginons que tu pêches un bon poste dans de bonnes conditions, en ayant respecté la réglementation, etc., etc. Tu as une touche. Alors, elle peut être subtile ou ça peut être, c'est pour ça que la pêche au leurre est bien, c'est qu'elle peut être assez violente. Dans ces cas-là, même si c'est, ou alors tout simplement, ça peut être un accro. Dans ces cas-là, tu fais rien. Mais il ne faut pas être brutal. Déjà, pour éviter que le poisson ait trop mal. Ah oui, arracher comme ça un hameçon de la gueule d'un poisson, ça fait mal. Et également pour éviter de de t'emmêler. L'emmêlage, ça intervient quand on fait trop brusquement. Voilà. Donc tu fais alors ça prend. Moi-même, je fais encore des erreurs. Mais en fait, il faut respecter, faut le ferrage soit assez énergique, mais pas trop violent non plus. Ça y est, tu as un poisson en bout de ta ligne. S'engage le combat. C'est pareil, tu laisses le poisson se fatiguer, et tu le ramènes tranquillement. Surtout, bon, le poisson, il va vouloir une chose, c'est se décrocher et se réfugier. Il faut que tu aies une maîtrise totale de la situation avec un fil tendu. C'est la garantie d'un bon combat. Et comme ça, tu pourras ramener ton poisson tranquillement. Euh, voilà, donc ça y est, tu as eu ta première prise. Sois fier de cette première prise. Quel que soit le poids.
Tu n'es pas là pour faire de la compétition. Immortalise ce moment avec une photo, si tu peux. Je t'encourage à le faire. Parce que ça, c'est un souvenir que tu regarderas toute ta vie. Et franchement, quand on touche son premier poisson, moi, mon premier poisson, ça n'a pas été un carnassier, ça a été un poisson blanc. Un gardon, en l'occurrence, mais son premier poisson. C'est quelque chose que l'on n'oublie jamais. C'est sa gloire personnelle. Je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est un film assez vieux, La gloire de mon père. Eh bien, lui, euh, le père de ça fait référence au père de Marcel Pagnol. Ça a été une bartavelle, une perdrix. Eh bien, pour nous, pêcheurs, c'est le premier poisson. Et ce poisson, bah, soit tu le relâches, soit tu le gardes. Et si tu le gardes, tu respectes la taille de capture. Donc, prends ton mètre avec toi, ton mètre ruban, et renseigne-toi sur la taille légale de capture. Voilà. Donc, ce bonus est terminé. Je te souhaite d'attraper ton premier carnassier le plus vite possible. Donc, selon les endroits, à partir de mars ou d'avril, et la réglementation en vigueur. Voilà, je te souhaite une bonne partie de pêche et je te dis à très bientôt. Et si tu veux m'écrire, tu envoies un email à l'adresse suivante, david, arrobase, pêche, astuce.com. Et n'oublie pas, si tu veux progresser en pêche, n'oublie pas de télécharger ton bonus gratuit en dessous de cette vidéo sur comment ne pas revenir bredouille d'une séance de pêche. Allez, je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou ailleurs. Ciao, ciao!